bienvenue, merci d'avoir bravé les éléments havrais, le vent, la pluie. Voilà, on démarre l'année motivée, avec les plus motivés. Donc j'avais proposé un thème pour démarrer sur la communication, parce qu'on a fini l'année avec les phobies d'impulsion. C'était pas très glamour comme sujet. Et oui, donc là je propose le thème de la communication. Alors évidemment, la communication, bon, tout le monde est intéressé normalement. On est des êtres de communication. On doit être la seule espèce à pouvoir parler. Alors ça ne veut pas dire communiquer, puisqu'il y a de la communication non verbale, il y a des communications au niveau des ondes, les chauves-souris, les baleines, et de la communication au niveau du mimétisme, enfin, il y a plein de choses. Alors nous, on parle. Bon. Et d'ailleurs, le truc qui m'est venu tout à l'heure, c'était au commencement était le verbe. Alors ces derniers temps, je redécouvre un petit peu la Bible, je sais pas vous, la spiritualité, et quelle qu'elle soit, hein, le Coran, le bouddhisme. Et c'est très intéressant quand on fait des liens avec la psychologie. D'ailleurs, j'avais fait un apéro psycho où j'avais invité un diacre et on a fait des regards croisés. Alors au commencement était le verbe. La parole de Dieu est le commencement de tout, la parole faite chair. Alors si au commencement était le verbe, on est bien sur de la communication, on est bien sur l'action de parler. Et ça m'a fait faire un lien avec la physique quantique. Donc c'est pareil, ces derniers temps, la physique quantique, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous montre que... donc physique quantique, hein, c'est la physique ou la mécanique de l'infiniment petit, au contraire de l'infiniment grand. Et on est en train de découvrir que nos intentions, la façon dont on vibre, va avoir un effet en fait. C'est un peu l'effet papillon, c'est un peu un effet créateur. Alors évidemment je ne suis pas physicienne, mais je suis beaucoup parce que ça m'intéresse beaucoup, notamment Philippe Guillemant ou Bobola. C'est un physicien qui est super intéressant, qui vulgarise très bien. D'ailleurs il a écrit La physique de la conscience, pas que, mais la physique de la conscience. Et justement il fait des liens entre la physique quantique et la conscience qui n'est pas l'intellect. Donc il y a une histoire de conscience, d'âme, enfin, en fait on est en train de faire le distinguo avec tout ça, on commence à repérer. Donc la physique quantique, en fait mon plan il va partir de l'individu pour aller ensuite à l'interaction. Mais il faut comprendre que déjà la communication c'est une communication de moi avec moi, en tout cas comment je m'accueille dans ma communication, dans ma façon de penser, et là on est déjà dans la communication. Parce qu'on est tout le temps en train de se dire des choses. On a un cerveau qui interprète la réalité, mais on est obligé, parce que si on ne décode pas les signaux, on ne peut pas agir. Donc le fait d'interpréter ma réalité, si par exemple je vois un pitbull qui a la gueule ensanglantée dans la rue, peut-être que mes signaux vont me dire « Warning, attention, ne t'approche pas, va te mettre en sécurité, et il a l'air de pas être... voilà ». Et donc cette interprétation, disons que cette connaissance de cette espèce de chien va me permettre de me mettre en sécurité, ou en tout cas d'agir de façon adaptée. Ou pas me dire « Oh, gentil petit toutou, il est mignon !» Non, parce que là je risque d'avoir des problèmes. Donc voilà, au début c'était le verbe, et effectivement la physique quantique, et c'est vraiment des choses que moi je travaille aussi au cabinet, même avant que je m'intéresse à cette physique quantique, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est important de faire attention à la façon dont on parle, évidemment, choisir le mot juste, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, et aussi c'est très important la façon dont on pense, parce que finalement la physique quantique nous démontre que cette façon de percevoir les choses, cette façon de vibrer va générer un certain réel. Alors c'est la théorie des cordes par exemple. Alors je l'explique un petit peu à ma façon, vous n'êtes pas venu pour faire de la physique quantique et je ne suis pas du tout au top pour vous faire une... mais ça permet d'expliquer la suite. Donc ce que j'ai compris, pardon Philippe Guillemont si je dis des bêtises, la théorie des cordes, c'est qu'en fait c'est comme des cordes d'un instrument de musique. Ça va un violon et en fait on va les faire vibrer d'une certaine façon. Si moi je vous joue du violon, à mon avis vous allez tous partir parce que ça va vous arracher les tympans. Donc on va effectivement apprendre et on va avoir une certaine expertise, un certain entraînement pour apprendre à faire vibrer les cordes le mieux possible. Et cette théorie des cordes nous dit que dans le vide quantique, donc le vide est beaucoup plus plein d'informations que le matériel. Le vide c'est 0,000 et il y a 7 zéros encore avant qu'il y ait un 1. Et ça c'est la matière. Donc en fait il y a beaucoup plus de vide que de matière. Et c'est dans ce vide quantique qu'on va
jouer sur certaines cordes. Donc il peut y avoir des cordes, par exemple, qu'on peut choisir, ou être tout le temps dans la critique ou dans le dénigrement. Il peut y avoir des cordes de bienveillance, de respect de l'autre qu'on va choisir et on va les faire vibrer. Donc nos intentions, cette communication que l'on décide d'avoir sur l'univers, sur l'autre, sur moi, va aussi créer mon univers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important de savoir qu'on a son libre arbitre et on a une responsabilité dans soi-même déjà, la façon dont on perçoit les choses et comment on va s'apaiser ou comment on va vibrer soi-même, et du coup ensuite comment on décide de vibrer avec l'autre. Donc ça, c'est une responsabilité personnelle en termes de communication. Donc je ne reste pas trop longtemps là-dedans. Mon troisième point, c'était communiquer avec soi-même. Se connaître, se comprendre, s'accueillir, s'améliorer, etc. Et là, il y a un autre truc qui m'est revenu, comme quoi en ce moment je suis vraiment là-dedans. C'était, vous savez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Du coup, j'ai recherché, parce que là, communiquer avec soi-même, ça part de soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça part de soi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dire, ça doit être important quand même. Et effectivement, ça c'est pareil. Bon, j'ai quand même fait le catéchisme, mais j'ai été un peu fâchée avec la religion pendant des années. Donc là, je redécouvre des choses. Et souvent, je disais aux gens, donc quand on est carencé affectif, par exemple, ou qu'on a une mauvaise estime de soi, on a vraiment besoin que les autres nous valorisent, nous narcissisent, nous disent des choses gentilles. On a manqué de ça, donc on va être en recherche. Mais c'est un petit peu comme si on dit, moi je m'aime pas, moi je suis pas quelqu'un de bien, moi je suis pas aimable. Et on est là, non mais aimez-moi. Et en fait, moi j'avais toujours cette impression de, je suis pas aimable, mais aimez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce verset, aime ton prochain comme toi-même, effectivement, mais on nous le dit souvent, il faut déjà s'aimer soi-même. Alors ça c'est marrant, c'est bien simple, hop, il y a qu'à Foucon. Si c'était aussi facile, ça se saurait, il n'y aurait plus de psy sur la planète et tout le monde pèterait la forme. Bon. Donc c'est là où on redémarre du début, effectivement, pour moi, le verbe, le fait de savoir qu'on a une responsabilité dans la communication, et ça va permettre de mieux s'accueillir. Donc la troisième gymnastique, je dirais, c'est de la méditation, de la prière, du temps d'accueil inconditionnel de soi-même et d'observation. Et ça, c'est des choses dans nos sociétés qu'on ne fait plus ou qu'on ne fait pas suffisamment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, chez nos jeunes, souvent ils se sentent un peu creux, en fait, ils manquent, ils s'ennuient, ils ne savent pas qu'ils ont une richesse intérieure. Et ils vont attendre que ce soit l'autre, l'environnement, les jeux, la télé qui les nourrissent. Parce qu'on ne leur a pas appris qu'en fait, ils avaient des choses magnifiques à l'intérieur d'eux. Donc aime-toi, ça va être de prendre le temps de se découvrir qui je suis, quel genre d'être humain je suis, quel centre d'intérêt j'ai, quelles compétences, quelles aptitudes. Peut-être il y en a qui aiment faire de la musique, mais moi j'aime, je sais pas, j'ai les tocs de ménage, moi j'adore ça, c'est mon truc. J'ai une aptitude là-dedans. Alors c'est vrai que je vous dis ça, ça peut paraître rigolo, mais je vais vous donner une petite anecdote d'une femme que j'ai trouvée sur internet. C'est une luxembourgeoise et elle adore faire le ménage. Elle a des tocs de rangement, elle adore, c'est son truc, mais elle sait bien ranger, elle sait organiser, elle sait trouver une place à chaque chose de façon très intelligente. Et un jour elle avait dit à sa grand-mère, tu sais mamie, vraiment j'aimerais en faire mon métier parce que j'adore ça, j'aimerais apprendre aux gens à ranger. Et la grand-mère avait rigolé en disant « Moi chérie, personne n'a besoin qu'on lui apprenne à ranger. » Et en fait, elle a commencé à créer ça, et puis à mettre en place des techniques, des méthodes de tri, de rangement, d'optimisation d'espace. Et toutes ses copines commençaient à lui dire « Mais viens chez moi parce que je vois bien ma cuisine, je perds un temps fou, j'ai pas mis les casseroles où il faut, je sais pas comment faire. » Et finalement, elle a commencé à donner des conseils, et puis ça a marché super bien. Et elle a créé son entreprise de, je crois que c'est Home Organizer. Et puis maintenant, elle a formé des gens partout dans le monde. Enfin, dans le monde. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas qu'au Luxembourg, il y a en France, il y a un peu partout. Donc voilà, ça peut peut-être faire rire de moi j'adore ranger ou j'ai des tocs, mais finalement on peut en faire son métier et on peut rendre service à plein de gens avec ça. Après, peut-être des personnes, je sais pas, aiment se raconter des histoires. Vous savez, j'ai une copine, son petit-fils, elle dit ouais, il est rêveur.
Bah oui, mais peut-être qu'il va faire rêver plein de gens en créant des scénarios, en faisant rêver autrui. Ou... C'est son truc. Alors à l'école, il n'est pas adapté, il a des mauvaises notes, il n'écoute pas. Mais en fait, ça, il est super bon là-dedans. Il n'arrête pas de raconter les trucs. Donc voilà, se connaître soi-même, c'est quand même du boulot. En fait, ça peut être le travail, c'est le travail de toute une vie, mais plus on vieillit, c'est ça l'avantage de vieillir en fait. Je me suis dit au début, c'est quoi l'avantage de vieillir ? Voilà, c'est que on atteint plus de sagesse, plus de maturité, on se connaît mieux. Enfin, je sais pas si vous, mais moi quand j'avais 20 ans, je m'aimais pas du tout et je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Enfin, en tout cas, je m'aime mieux, voilà. Mais pas dans le sens narcissique, hein. Je pense que vous le comprenez bien. Dans le sens d'un accueil inconditionnel de soi-même. Il n'y a pas d'ego en fait. Et c'est pareil, tout est inversé en fait. Hein. On nous fait croire que c'est l'image, c'est à quoi je ressemble, c'est quel métier j'ai, quelle voiture j'ai. Et en fait, par exemple dans le bouddhisme, on nous dit l'ego n'existe pas. Il n'y a pas d'ego. On est plein d'individus avec des petites batteries, des lumières qui vibreront chacune de notre façon. Tout ça, ça va générer une énergie qui va générer le monde. Et on n'a pas à dire, voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ça, ou de la rivalité. Là, je vous renvoie vers René Girard aussi, qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est très intéressant. On est conditionné pour jalouser son prochain, en fait. On le voit bien dans les pubs américaines, vous savez, ils sont dans les petites maisons avec toutes les voitures. Même nous, je crois que c'est les pubs d'assurance, je sais pas. Ouais, comment il fait, comment il assure sa voiture, machin, va lui demander. Vous l'avez pas vu cette pub ? Donc en fait, on jalouse, il faut payer moins cher son assurance que le voisin. Et on se rend pas compte, mais on est formaté par plein de petits messages insidieux comme ça. Ça va si vous avez des questions jusque-là ou des réflexions ? C'est intéressant. Ouais, je vous laisse pas en placer une. Alors, voilà, donc soi-même, effectivement, c'est pas évident. Et comment communiquer avec soi-même, comment s'aimer. Donc, je vous ai dit, la méditation. La méditation, c'est pas évident. On va dire, c'est une mécanique facile, mais c'est de l'entraînement. Un peu comme si je vous dis, je sais pas, je vais aller courir sur un stade de foot. C'est pas compliqué, hein. Mais j'ai pas forcément le bon geste, j'ai pas forcément l'endurance, j'ai mon cœur qui fatigue rapidement. J'anticipe mal les distances, enfin, je sais pas, j'y connais rien. Mais si je regarde un match, en gros, on va se dire, oui, c'est facile. Sauf que quand on s'y met, c'est beaucoup plus compliqué. Et la méditation, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, il y a à pratiquer. D'ailleurs, comment il s'appelle ? Le psychiatre Christophe André, donc, qui est très connu, et que j'ai eu la chance d'avoir en formation puisqu'il fait partie de la FTCC. En fait, on est formés au TCC ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous montrer parce que je regardais une petite vidéo de lui cet après-midi. Et il utilise les colonnes de Beck. Je vous montrerai si vous voulez. Et donc, Christophe André, il dit tout le temps, mais pratiquez. Enfin, arrêtez de lire des bouquins sur la méditation. Pratiquez. Donc, ça peut être que 5 minutes par jour, mais on pratique. C'est comme si je vais à la salle de gym et puis que je dis à mon coach, bon, demain je fais le grand écart. Hein. Moi j'ai décidé, ma tête elle a décidé, moi j'ai de la volonté, c'est comme ça. Le coach il va vous dire, oui, mais enfin pas demain, et puis il va falloir venir, et puis faire des assouplissements, répéter, et persévérer. C'est pareil, c'est un entraînement. Mais c'est vrai que moi je vois quand je le transmets, hein, on a du mal à comprendre que ce soit un entraînement répété un peu tous les jours. Du quotidien, voilà, de la ténacité, de la persévérance. Donc ça peut être ça, mais ça peut être d'autres postures méditationnelles. Alors nous on parle de ça parce que c'est vrai que c'est pas dogmatique en fait, on appelle ça de la méditation de pleine conscience, du mindfulness, parce que ça a été nettoyé de spiritualité ou de religion, puisque dans nos activités on n'a pas le droit évidemment de faire du prosélytisme. Après ça peut être la prière ou toute autre forme de spiritualité ou de la déambulation, ça s'est montré aussi que ça a un effet sur le cerveau, hein, la contemplation, la gratitude. Ouais, déambulation. C'est-à-dire en fait, de marcher en contemplant, voilà. C'est pas forcément le bon terme, c'est vrai que j'utilisais. Et puis d'observer, d'accueillir, elle est belle cette fleur, ah, tiens, ça sent bon ici. C'est la marche en pleine conscience. Oui, c'est de la marche en pleine conscience, c'est ça.
Auto-observation, humilité, plasticité, voilà. Auto-observation. Parce que là encore, je vais rajouter mon petit mot, mais quand je dis on s'accueille, on s'observe, eh ben, on n'est pas encore habitué à ça. Alors j'ai même mes copains qui étaient bien foutus de moi, ils m'avaient dit mais c'est quoi ton accueil? C'est l'accueil de chez Auchan. J'étais un peu vexée. Donc du coup j'ai compris qu'apparemment c'était pas clair. Donc l'accueil inconditionnel, c'est pas simple non plus parce qu'on est souvent en train de se juger ou de se fixer des objectifs ou de sélectionner. Ah, je devrais aller tout le temps bien. Bah, sur Facebook, ils vont tous bien. Et puis bah moi, il y a des moments où je vais pas bien, je suis pas normale. Donc la méditation d'ailleurs, puisque je parle de ça, en fait, il y a un trépied de 3 renoncements à pratiquer en filigrane quand on médite. On renonce, par exemple, à sélectionner. En fait, on accueille tout, le bon comme le mauvais. Donc, évidemment, on s'en rend pas compte, mais on fait tout le temps du tri. Oh là, je suis angoissée, je devrais pas être angoissée. Oh, faut pas que je sois angoissée. Allez, faut plus que je sois angoissée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Un petit cachet, une relaxation. Et en fait, on va focaliser parce qu'on n'accepte pas inconditionnellement ce qui est là. On veut que du fun. Bah oui, on nous a dit depuis le début, si ça va pas bien, tu prends un petit cacheton et ya. Donc ça crée des intolérants à la frustration aussi, ça. En fait, en méditation, on apprend à ne pas sélectionner. Donc on va prendre tout. S'il y a toute une journée où on est angoissé, ou toute une journée où on a mal au ventre, je ne dis pas de ne pas aller chez le médecin, mais on va l'accueillir, on va l'observer. On va l'observer, ok, j'ai mal au ventre, c'est où? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est tout le temps pareil? Est-ce que ça fluctue? Si ça avait une couleur, ça aurait quelle couleur? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est diffus? Et en fait, on va vraiment, moi je dis, on met les pieds dans le plat, puis on observe. Comme si on allait à un zoo, puis qu'il y avait une nouvelle espèce d'animal, et puis on regarde. Ah tiens, il est rayé, puis il a les oreilles pointues, puis il a des griffes, mais c'est marrant parce qu'il a aussi des écailles. Je pense pas qu'il existe celui-là. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je me souviens là encore parce que la méditation, alors je suis un peu jalouse parce que parfois quand je le transmets, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est génial, je me sens hyper bien ». Mais moi, quand j'ai démarré, moi je me sentais pas bien du tout avec moi. Hein. Ah, moi ça me plaisait pas du tout. Et en plus j'ai démarré, j'étais en formation à Paris et j'ai démarré avec des programmes d'une demi-heure je crois. C'est long. Alors je m'étais dit je le fais, donc je le faisais, donc je me mettais mon truc. Hop, et puis alors, ça démarrait tout de suite. Hein. Ah, j'en ai marre, j'ai plein de trucs à faire. Il y en a encore pour combien de temps? Bon, allez, ça doit être bientôt fini, là, non? Oh là là, pourquoi je me suis lancée là-dedans? Oh, et puis alors, ça me serre le ventre, je suis pas bien, j'aurais pas dû manger autant. Je vous le fais, c'est ça la méditation. On observe ses pensées. Et il m'a fallu quand même un certain temps pour comprendre, parce que c'est pas intellectuel, c'est vraiment une pratique. J'avais compris qu'il fallait que je laisse passer mes pensées. Mais j'avais pas identifié que mes pensées c'était ça. Parce que pour moi, c'est le truc qu'on se dit tout le temps et on se rend même pas compte qu'on est en train de s'auto-endoctriner dans du négatif. Et à un moment donné, je me souviens, je me suis dit, bah Eleonore, championne du monde là, en fait t'as plein de pensées négatives là, t'es en train toute seule de te raconter des trucs négatifs, t'es en train toute seule de te générer des émotions négatives. Et là j'ai commencé à avoir une pratique un peu différente. Et j'ai commencé à observer les pensées qui venaient et à pas m'y accrocher. C'est autre chose encore, hein. Parce que ça vient. Ah, j'ai oublié d'acheter du pain. J'ai pas de pain pour ce soir. Ah, puis quelle boulangerie est ouverte? Ah, je sais pas. Ah oui, le mercredi, celle-là, elle est fermée. Ah oui, mais là, j'aime pas le pain. Oui. Non, Eleonore, tu lâches tes pensées. Enfin, si j'y pense pas, je vais oublier. Et puis, il me reste combien de temps, là? Il est quelle heure? Oh là, non. Eleonore, tu lâches. Oui, mais si je lâche, j'ai pas de pain pour ce soir. Eleonore, tu lâches. On t'a dit, tu lâches, tu lâches. Et ça, c'est moi, hein, quand je médite. Donc, j'ai appris à lâcher, ou alors, oh, j'ai oublié de rappeler quelqu'un, elle attend après moi, c'est sûr, elle se demande pourquoi je rappelle pas, faut que je rappelle, allez bon, je rappelle. Et là, Christophe André, il me disait, enfin, quand je me suis formée aussi en partie avec lui, il n'y a rien d'urgent en fait. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a que des choses importantes. Ce qui est important, c'est de méditer, c'est de se recentrer, c'est de s'accueillir. L'urgent, et là j'en reviens à la physique quantique, parce que l'espace-temps n'existe pas. Vous allez me dire c'est un prétexte. Mais alors j'adore ça, parce que depuis que j'ai compris que le temps n'existe pas, eh ben en fait, je vous expliquerai pas, hein, parce que vous allez me dire oui, je vieillis, etc. Oui,
N'empêche qu'en physique, le temps n'existe pas. C'est quelque chose de subjectif. Ça m'aide beaucoup, cette pensée, parce que finalement, je me dis, non mais de toute façon, Léonore, il n'y a pas de temps, les espaces-temps n'existent pas, donc tu rappelleras après ta méditation. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui est perdu. Bon, c'est ma stratégie. Mais vous savez très bien, quand vous vous arrêtez, vous faites pause, il y a toutes les pensées de ce que je dois faire, surtout les nanas, hein, avec nos 10 dossiers ouverts en même temps, de gérer le rendez-vous du dentiste chez le gamin, de mon rendez-vous coiffeur, j'ai oublié de prévenir mon employeur que je sais pas quoi, mon mari, est-ce qu'il a pensé ce soir à faire les courses parce qu'il nous manque tel truc dans l'armoire à pharmacie. Donc nous on est là avec nos 10 dossiers, et on nous dit, non, vous allez observer l'instant présent, votre souffle, vos sensations, et on est là, ah ouais, non mais là, ok, je sens mes sensations, mais est-ce qu'il a pensé à faire les courses? Parce que plusieurs fois il a oublié. Et après, moi, j'avais rien donné à manger aux enfants. Alors, il faut que j'appelle quand même. Non, on lâche. Mais je veux que on lâche. Voilà. Vous voyez, on est en lutte, hein. Et c'est dans cette lutte qu'on va arriver à lâcher avec soi. Parce que c'est ça, en fait. C'est se faire confiance, lâcher et se faire confiance pour gérer les choses quoi qu'il arrive, ou s'adapter quoi qu'il arrive. Donc on fait confiance dans ses ressources, dans ses capacités à faire face, dans les cadeaux de la vie, et ça permet d'être plus souple. Et du coup, à un moment donné, j'ai bien senti ça, j'ai senti comme si j'étais entourée de coton, je suis waouh, je suis bien avec moi. Je vous parle de trucs perso, mais c'est vrai, hein. Alors qu'avant j'étais j'en ai marre d'être enfermée avec moi, c'est pas marrant, il n'y a rien de marrant là-dedans, hein. Et puis après, je me suis dit, ouais, en fait, on est bien à l'intérieur de soi. Bon, bref. Du coup, les 2 autres piliers de la méditation. Oui, très bien. Donc, sélection, atteindre des objectifs. Ouais. Donc, il faut que je me détende, il faut que j'y arrive. C'est il faut atteindre des objectifs. Mais ça, on le pratique pas que dans la méditation, ça, c'est en filigrane de la vie, hein. Sélectionner ce qui m'arrive. Parce que, par exemple, là, il pleut, pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Je sélectionne. Je suis dans une attente qu'il ne pleuve pas le jour où je mets le nez dehors. Sélectionner les objectifs. On est tout le temps plein d'objectifs sans s'en rendre compte. Il faut, je dois, il aurait fallu, il devrait, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour eux, il pourrait quand même être sympa une fois de temps en temps. Ça, c'est dur à lâcher. Tout ça, je vous dis, c'est super dur. Et le 3e, renoncer à juger ou à se juger. Si ce que je fais est bien ou mal. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. C'est trop difficile. Donc ce pilier, c'est à travailler pareil en filigrane tous les jours de sa vie, et c'est pas simple, et déjà de les identifier, c'est pas évident. Ça vous parle un petit peu? Eh oui. Alors, on va un peu aller vers l'autre dans la communication. Communiquer avec son prochain, ça se complexifie. Le petit vélo de Charlie Kunji. Je vous montre. Comme ça. Donc, moi, l'autre et observation. Donc Charlie Kunji, c'est un enseignant que j'ai eu. Il ressemble à Astérix, s'il écoute, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Il est plein d'humour. Il est de Lausanne, un petit avec une grosse moustache. Et il a écrit des bouquins, notamment Savoir s'affirmer, qui est super. Donc lui, il a créé ça qu'il appelle le petit vélo. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en relation thérapeutique, mais ça peut être si vous êtes avec votre mari, si vous êtes en entretien avec votre responsable, je ne sais quoi. Donc il y a vous, et puis il y a l'autre. C'est-à-dire que là, on est en interaction. J'observe ce que l'autre me donne à voir, donc forcément qu'il va y avoir un feedback et un retour. C'est-à-dire que si l'autre, il fait la tronche, ou il a l'air, vraiment s'embêter ferme quand je lui parle, forcément que moi, je vais tenir compte. Je vais avoir un ressenti intérieur. Et inversement. Donc là, il y a cet échange-là, il y a cette interaction. Et je vais aussi me mettre en méta. Donc là, c'était pour la relation thérapeutique, mais en fait, on peut faire ça pour plein d'autres situations. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, je vais me mettre là. Hop. Donc là, ici, moi, je me déplace et je vais observer la relation. Vous savez, si on est
On est dans un échange, on va être happé, en fait. Même ça peut être un échange tout simple, hein, avec une collègue, elle me raconte ses soucis, et en fait, moi, je suis tellement occupée à la rassurer, à trouver les bons mots, que je suis vraiment happée là-dedans. Et ça peut être utile de s'extraire un peu, et de prendre le temps d'observer la relation. Qu'est-ce qui se passe entre nous, là ? Est-ce que peut-être elle est en train je sais pas moi, de me demander de gérer ses émotions ? Est-ce qu'elle est en train d'essayer de m'extorquer un comportement ? Comment je me sens dans la relation ? Comment je ressens l'échange ? Ça vous aide un petit peu ? Donc là, déjà, on se descend de soi, et vous voyez, quelque part, on peut aussi se mettre à la place de l'autre. Comment il vit ce que je lui dis ? Et là, on fait du lien avec la physique quantique, ou en tout cas les mots que j'utilise. Est-ce que les mots que j'utilise par rapport à sa personnalité, à sa perception, à sa sensibilité, ils sont adaptés, ils sont OK ? Donc je peux aussi me mettre avec mes neurones miroirs, c'est-à-dire que je vais me mettre en empathie avec la personne. Je suis en adaptation. Donc les neurones miroirs, c'est vraiment des neurones que l'on a qui permettent de décoder les émotions de l'autre. Et c'est ce qui permet qu'on soit des êtres sociaux et qu'on prenne soin les uns des autres. Et je m'extrais pour observer, elle est comment la relation. Nous on fait ça par exemple quand il y a de la réactance. Quand une personne, mais vous devez la voir aussi avec des amis, la réactance c'est une personne qui va être beaucoup dans le oui mais. Personne, oh là là, je sais pas comment je vais y arriver, ma fille elle veut rien écouter, ah ben peut-être tu devrais, je sais pas, l'emmener voir un psy. Oui mais elle veut pas. Ah ben peut-être tu devrais en parler avec ton mari. Oui mais mon mari veut pas entendre parler. Enfin, mais peut-être ta fille elle a besoin d'un temps rien qu'avec toi. Oui mais tu sais c'est difficile, j'ai pas le temps. Donc ça peut être utile. En tout cas, nous, on va observer que là, apparemment, il y a de la réactance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui coince. Donc dans ces moments-là, il ne faut pas insister. Il ne faut pas continuer à proposer des solutions. Ça bloque, c'est que le canal, il n'est pas ouvert. Et en fait, on crée un mur. Donc c'est moi qui suis en train d'engendrer le mur. Si je ne m'en rends pas compte, si je reste là, je vais me sentir contrariée. Quand même, elle est gonflée, hein, je lui propose plein de trucs. Et puis, il n'y a rien qui va, elle commence à m'énerver. La casse débrouiller toute seule avec sa fille. Mais si je m'extrais pour observer ce qui se passe entre nous, bah, il se passe de la réactance. C'est-à-dire que c'est un indicateur pour moi, si je me mets là-haut, de voir qu'il y a quelque chose qui coince et que la personne, a priori, c'est pas une demande de conseil qu'elle recherche, c'est autre chose. Là, a priori, se passe autre chose et il faut que je sois réceptive à ça. Mais pour ça, il faut que je sorte de moi. Enfin, sortir de moi. Vous savez, dans les Man in Black, là, on s'estire la peau. Ça va mieux comme ça. C'est horrible. Bon, j'ai des références hautement spirituelles. Quand on observe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut déjà commencer par observer. Et donc ensuite, c'était la suite. Donc là, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle, adulte, la panne, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est clair ? Référence hautement culturelle. Voilà, exactement. J'ai beaucoup de références très comme la peur, même de côté obscur de la force. Oh, j'étais ravie, je suis retombée sur Yoda hier. Ah non, mais il dit plein de choses très très bouddhistes, très spirituelles. Hein. C'est super. Hein. C'est comme d'ailleurs l'étoile noire. À un moment donné, ils essayent de tirer dessus pour la détruire. Et en fait, plus ils tirent dessus, plus elle absorbe, elle phagocyte, elle grossit. En fait, à chaque tir, elle prend de la force. Ben, vous voyez, si je rebondis sur les yaka, ifo, etc., c'est un peu ça. C'est qu'à chaque fois que je me mets la pression, que je suis en lutte contre quelque chose, je ne dois pas ressentir d'angoisse, il ne faut pas qu'elle soit là, oh là là, cette angoisse, ah puis j'ai mal au ventre, puis j'ai toujours cette boule. Ben, c'est l'étoile noire. C'est-à-dire que je vais focaliser, du coup, je vais la nourrir. Et plus je focalise qu'il ne faut pas que ce soit là, parce que je ne suis pas dans un accueil inconditionnel, je suis dans la sélection, et plus je vais la faire exister. Et ça, on le voit bien en thérapie, parce qu'on fait ce qu'on appelle en EMDR désensibilisation des émotions. C'est Hélène Delucci qui a créé ce protocole. Et en fait, c'est assez simple. On demande à la personne de se focaliser sur là où c'est dans son corps. Alors, ça peut être une oppression, une boule dans le ventre, une boule dans la gorge. Et de l'observer et de la laisser vivre. Elle est là, ok, open bar, ok. Et on accompagne avec du tapping, avec ce qu'on appelle des ASBA, des stimulations bilatérales alternées. Parce qu'on sait que ça remet en route la neuroplasticité. Mais la personne, elle n'a rien d'autre à faire en fait. Elle regarde, j'ai une boule, là c'est où, c'est comment, d'accord. Ben, continue d'observer. Et en fait, après quelques tappings, c'est d'ailleurs assez rapide,
ça diminue. Par contre, si on a peur et qu'on cherche, et que la personne me dit non, mais j'essaye de la faire passer, mais j'y arrive pas. Non, justement, dites à cette sensation qu'elle prenne encore plus de place. Ah mais non, parce que justement, je veux pas qu'elle soit là. Essayez de voir, essayez de jouer avec ça. Est-ce que ça peut prendre encore un peu plus de place? Ok, on essaye. Je me souviens bien d'un monsieur qui a plein de tocs et qui est assez phobique des sensations comme ça. Et un jour, il est arrivé donc il a senti l'émotion qui montait. Et puis, pof, c'est redescendu. Et il m'a dit, il me dit, jamais je me suis autorisée à ressentir ça parce que j'ai toujours eu peur que ça me dépasse et que je puisse pas contrôler. Et là, il me dit, ah là là, c'est dingue. Je me suis dit, bon, ok, j'ai laissé un peu monter le truc, puis ça commençait à devenir vraiment inconfortable, puis j'avais vraiment très très peur que je puisse pas l'arrêter. Et puis, pouf, c'est redescendu. Et c'est ça. L'émotion, c'est un signal. Donc si on l'accueille, si on dit, ok pour que tu sois là, comme peut-être un enfant qui fait un caprice ou qui est un peu fatigué, ou on va pas lui museler, lui mettre du scotch, l'enfermer dans la pièce. On va l'accueillir, dire qu'est-ce qui va pas mon poussin, voilà, t'es pénible, qu'est-ce qui se passe? On va accueillir en fait, on va pas rejeter. Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos émotions, on rejette alors qu'on devrait accueillir. C'est un signal. Notre corps, il dit, oh, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, je t'envoie de l'angoisse pour te dire, il y a un truc qui va pas, regarde. Et nous, on est là, allez, un petit cacheton, un Xanax, un machin, sophrologie, allez, on va appeler la copine pendant 1 heure pour pas y penser. Donc on raccroche, je suis toujours là, parce que tu m'as pas écouté. Donc, analyse transactionnelle. Vous en avez déjà entendu parler? Non, oui, c'est un peu connu. Donc, PAE. Analyse transactionnelle. Donc ça, c'est une théorie en c'est un courant de psychologie. Il y a plein de théories différentes qui travaille sur les transactions de communication, qui va observer, qui va analyser les transactions de communication entre deux personnes. Et elle postule que dans une personne, en gros, il y a 3 sphères. Il y a une sphère parent, il y a une sphère adulte, il y a une sphère enfant. Donc chez l'autre personne, ça va être la même chose. Donc c'est un modèle qu'on appelle aussi PAE, parent, adulte, enfant. En gros, l'idée, c'est quand même que l'énergie, elle circule et qu'elle reste le plus possible dans l'adulte. Alors, évidemment, je peux être dans le parent, si je suis dans un rôle d'éducation, que je suis enseignante, je vais être plus dans mon rôle, dans ma posture de parent, que si j'étais adulte. Mais ça va être adapté. Si, par exemple, je fais l'imbécile avec mon compagnon, que je sais pas, moi, on s'est inscrit à des activités pour s'éclater, pour retrouver son enfant intérieur, je vais être dans l'enfant. Mais je ne vais pas y rester. L'énergie, elle va circuler et la majorité du temps, je vais essayer d'être dans l'adulte. Donc l'idée, c'est qu'on communique d'adulte à adulte, avec l'adulte de l'autre aussi. On est bien d'accord que ce schéma-là, il s'applique justement pour le coup qu'à des adultes. Oui, ça c'est que des adultes. Voilà, c'est pas... quoique, un enfant pourrait aussi être dans ce schéma-là. Voilà. Et soit par la situation familiale, avoir un rôle d'adulte, voire de parent au sein de la fratrie, d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est vrai. Il peut être parentisé, oui, effectivement, être obligé de... Alors, ça, c'est quand même un modèle. Bon, après, moi, je m'y suis formée pendant 2 ou 3 ans, je sais plus. Je sais qu'il peut être très complexifié. Moi, je vous montre vraiment les choses de base. Et s'il est enfant, effectivement, on peut l'avoir mis dans le parent. Mais comme il est encore en construction... Je ne vais pas vous parler de ça ce soir en tout cas, parce que vous voyez ce que je veux dire. Après, du coup, ça me permet de vous dire aussi que les diagnostics sur les enfants, par exemple, c'est compliqué. Parfois, on dit à un enfant de 3 ans, 5 ans, c'est un pervers narcissique. Avec mes collègues qui travaillent dans l'enfance, ils disent non, parce qu'un enfant, il est très neuroplastique, il est en construction. Un diagnostic ne peut pas être posé comme ça. Puis en plus, c'est une étiquette qu'on lui colle. Là aussi, en termes de communication, on va créer un regard différent sur lui. Un enfant, peut-être, il est dans son ego, il est dans son principe de plaisir, mais après, c'est le jeu, c'est le job des enfants, on va dire. Nous, notre job, ça va être de les frustrer, de façon adaptée, en fonction de l'âge qu'ils ont, pour qu'ils
Ils acceptent que dans la vie on fait pas tout et que oui on est frustré mais on sait qu'on peut gérer ça en fait. Donc voilà, il peut y avoir des histoires mais là on va plutôt parler de relations d'adulte à adulte. Donc une relation d'adulte à adulte, en gros c'est quand moi je me respecte et je vais encore vous parler de responsabilité, je prends la responsabilité de ma communication. C'est-à-dire par exemple si j'ai une demande à faire à une autre personne, je vais lui dire, écoute, je suis embêtée, j'ai un problème de voiture, il faut que j'aille chez le dentiste, est-ce que tu serais ok, est-ce que ça t'embêterait pas de faire un crochet puis de me déposer, de façon à ce que je ne sois pas en retard Donc ça, c'est une demande d'adulte, c'est-à-dire je prends la responsabilité de dire est-ce que tu pourrais, et je prends aussi la responsabilité d'adulte que l'autre me dise non. Et je suis ok avec ça. Je lui laisse la possibilité de dire oui ou non. Voilà. Ça, c'est du adulte-adulte. Je pourrais être dans une demande implicite. Et là, c'est ce que vous connaissez aussi peut-être, le triangle de Karpman, le triangle dramatique. Si je dis, oh là là, je suis embêtée, j'ai dentiste, ça fait 6 mois que j'ai pris rendez-vous, je vais jamais pouvoir y être parce que j'ai un problème de voiture, voilà, de toute façon, ça arrive qu'à moi, c'est toujours comme ça, j'ai vraiment pas de chance. Je pourrais jamais me faire réparer les dents, je suis sûre que je vais avoir une rage la semaine prochaine. Est-ce que là je communique? Pour vous, je serais dans quelle sphère d'enfant? En fait, je suis dans une plainte, je communique pas. Il n'y a pas de demande, vous voyez, c'est un monologue. Je monologue. Donc en fait, ça n'apporte pas de réponse. Alors si on est face à quelqu'un de normal, du coup, la personne, elle est dans une plainte. Elle se plaint. Si je veux la faire remonter dans l'adulte, parce que si elle se plaint, moi je vais avoir tendance à être appelée dans mon parent. Mon parent prendre soin. Oh la pauvre et tout, je peux pas la laisser comme ça. Allez, si tu veux, je te dépose. Elle vous aura rien demandé. Alors avec une personne normale, il n'y a pas de souci. Avec un manipulateur, vous êtes rentré dans le triangle dramatique. Parce que là, vous avez fait comprendre à la personne qu'elle peut ne pas faire de demande, elle peut ne pas prendre la responsabilité de sa communication, et qu'en fait, vous faites pour elle. Et avec des personnes manipulatrices, je dis bien pas avec tout le monde, bien sûr, heureusement, ça va être crescendo. Et quand vous voudrez vous sortir de ce triangle dramatique, c'est vous qui en payerez les pots cassés. Vous avez peut-être déjà des expériences. Ma meilleure amie, son mari passait son temps à lui dire, tu sais, entre bonne et conne, il n'y a qu'une lettre. Elle va se reconnaître quand elle regardera ma vidéo. Bon, en tout cas, moi, je suis un peu militante de la gentillesse, c'est-à-dire si tout le monde était gentil, on aurait peut-être moins de problèmes. Donc je refuse de devenir méchante parce que peut-être je suis trop gentille. Par contre, après, on va sélectionner et on va peut-être plus donner autant ou pas à tout le monde, ou voilà. C'est une question de sélection. Mais je pense que c'est un engagement militant de décider de rester gentil. Parce que tout nous donne envie de faire l'inverse. Hein. Mais là, du coup, il faut que je vous montre la cible de rétroaction, etc. Bon, plein de trucs à vous montrer. Alors, comment on fait pour... Donc, si je suis dans le parent prendre soin, là, il n'y a pas eu de demande, là. Tac, 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 tac. C'était en pointillé. Et moi, là. Vous voyez, ça s'appelle des transactions croisées ou des transactions à double fond. C'est du pointillé. Pour ne pas faire ça, pour ne pas être dans des transactions croisées ou du double fond, l'air de rien, hop, j'ai casé ma demande alors que j'en avais pas. Eh bien, il faut que je fasse remonter la personne dans l'adulte. Donc là, il m'a appelé dans le parent, voilà, c'est ça. Il m'a appelé dans le parent avec une plainte stérile, une demande pas formulée. Si je veux pas rentrer dans le jeu, il faut que je descende dans mon adulte et que je communique d'adulte à adulte. Comment on fait? Comment je fais? Peut-être lui dire qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu puisses être en temps et en heure chez le dentiste pour ton rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses être en temps et en heure à ton rendez-vous? Parfait. L'inciter à formuler lui-même ou elle-même son besoin, sa demande. C'est exactement ça. On incite l'autre effectivement à prendre la responsabilité de sa demande. Tout à fait.
Alors si on est face à une personne normale, ça va être oh, bah oui, écoute, j'osais pas te le demander, j'avais peur que tu le prennes mal, oui, c'est ça, j'aimerais bien. Super. Si on est face à un manipulateur qui ne veut pas être dans l'adulte, il va dire mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas t'imaginer attends, j'ai jamais fait aucune demande, moi, j'emmerde pas le monde. Hein. Imaginons. Donc là, on se prend pas sur le bec, mais c'est un indicateur en termes de communication que cette personne, elle n'est pas claire. Elle n'assume pas ses responsabilités de communication. Donc là, ça veut dire qu'on lâche l'affaire. On a fait le test, on l'a fait remonter dans l'adulte. Si la personne ne veut pas être dans l'adulte, on lâche. Parce que si vous êtes face à une personne manipulatrice, elle va être soit dans l'enfant, soit dans l'adulte. Donc là, elle a switché de l'enfant à une plainte stérile. Soit dans l'enfant, soit dans le parent. Soit dans le parent, pardon, tout à fait. Là, effectivement, la personne, ben, ça va être... Non, c'est de ce côté-là. Hop. Elle va switcher de l'un à l'autre sans passer par l'adulte. Donc là, l'exemple que je vous donnais, vous l'avez vu, c'est ça. Elle est dans une plainte stérile. Je descends dans mon adulte, je lui fais formuler sa demande. Et là, elle m'agresse. Et du coup, elle me fait me sentir coupable. Ouais, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Je suis pas comme ça, moi. Et là, on ressent de la honte ou de la culpabilité. Et là, on nous a mis dans l'enfant. Ça vous parle. Alors malheureusement, dans nos sociétés, on est une société narcissique, donc on a beaucoup de structures narcissiques. Alors, pour être dans la contre-manipulation, ça, c'est cette communication à double fond, mais qui peut aussi être dans l'autre sens, hein, vous l'avez bien compris. Hein, je sais pas, par exemple, vous discutez un truc avec quelqu'un, puis vous dites « Ah, mais c'est quoi ça ?» Ben, comme vous l'avez dit, hein, la réactance. Et c'est quoi la réactance ? Puis la personne dit « Ah, vous savez pas ça ?» Vous avez vu ? Donc là, je me suis mis dans mon parent et j'ai humilié l'autre en fait. Si je vous fais une remarque comme ça, vous sentez direct que ah merde, j'aurais pas dû poser la question, ah oui, je suis con. Et en fait, cette remarque met l'autre dans l'enfant. Donc là, pareil, il faut refuser d'être dans l'enfant, remonter dans l'adulte et communiquer d'adulte à adulte. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Non, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Voilà. Je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Alors, ce qui est le mieux, c'est de ne pas être ironique. De toute façon, en termes de communication, l'ironie, c'est pas bon. Hein. Ça donne envie, je sais. Mais après, vous allez rentrer dans une espèce d'escalade et en termes de vibration, vous voyez, on génère quelque chose qui est pas OK, qui est toxique aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il vaut mieux utiliser l'humour, mais l'humour bienveillant, en disant « Ah bah oui, hein, bah, je suis vraiment bête, hein, oh là là là, je connaissais pas le mot. » Ça peut être de l'humour. Ah mais c'est de l'ironie quand même. Bah, si c'est dit... C'est l'ironie, on va dire. Voilà, c'est de l'humour, c'est-à-dire j'ai pris de la distance, ça veut dire que j'ai pas attrapé ton truc, je m'en suis sortie. Et c'est en fait le retourner, mais gentiment. Faut pas que ça pique. Enfin, vous voyez un peu, c'est... Faut pas que ça devienne du sarcasme. C'est ça. Faut pas que ce soit du sarcasme. Alors, après, à vous de jauger le ton que vous allez mettre, les mots que vous allez utiliser. Mais bon, l'ironie, ça veut dire qu'on est piqué déjà. Donc l'autre, il dit « Ah ah, ça marche. Touche et coulé. » Si on se met en colère, bah, pas plus tard que ce matin, j'avais une femme qui est avec un collègue. Alors, ils sont que tous les deux. Et, malheureusement, la pauvre. Et il passe son temps à lui balancer des piques. Elle me dit, mais moi ça me rend dingue, ça me met en colère. Alors je lui dis, oui, je sais, c'est sûr que c'est compliqué. On est dans des contextes contraints, donc il n'y a pas non plus de solution magique à part changer de boulot ou changer de collègue. Mais ça peut être une opportunité d'entraînement à ce type de communication. C'est-à-dire que soit on laisse plume de canard, hein, ou voilà, parce qu'il faut montrer, la contre-manipulation, c'est montrer qu'il n'y a pas d'accroche émotionnelle. Alors, moi, ma théorie, après vous allez me dire ce que vous en pensez, ou peut-être comment réagir ou changer, c'est que si je fais trop plume de canard, comme vous dites, je pense que, après c'est une interprétation de ma part, hein, peut-être que l'autre pense avoir le pouvoir. C'est-à-dire, si je dis rien, qu'il me dit mot consent, et que du coup, il a acquis un certain pouvoir. Eh bien, peut-être l'autre pense qu'il a le pouvoir. Et alors ?
Bah, du coup, ça va lui donner encore plus de pouvoir pour les fois suivantes de continuer encore dans ces pics. Après, ça peut être aussi une stratégie, il faut être plus malin qu'eux. De les laisser aller très très loin pour que le poteau rose il sorte tout seul. Ça peut prendre du temps. Ça fait mal. Alors après, ça dépend de quelle situation, quel pic, etc. Après, il faudra un exemple précis parce que du coup, globalement, c'est pas évident de vous conseiller. Mais ça peut être plusieurs choses. En fait, l'idée de ça, c'est que c'est comme si, vous savez, il y a une canne à pêche avec un hameçon et on cherche à vous accrocher. Ah, tu sais pas ça, je cherche à... Hop. Si l'autre a dit, bah attends, bah bien sûr, hein, je peux pas tout savoir, enfin... Et là, touche est coulé. Et l'autre, il est content, ça marche. Je vous donne un autre exemple, décidément ma copine. Elle reçoit une carte de vœux de ses voisins. Avec elle, c'est beaucoup frité, parce qu'elle est comme moi, trop bonne, trop... Voilà. Et donc, bah, la voisine, elle a, mais alors, abusé. Voilà, elle aurait jamais dû en arriver à ce point-là. Les filles de... Ma copine, elle est retraitée, donc ces filles qui ont mon âge, elles l'ont engueulée en disant, mais maman, arrête de te laisser faire. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à dire non, elle ne comprenait pas qu'on puisse profiter autant d'elle, ou qu'on puisse ne pas respecter... elle lui imposer sa petite fille à garder, etc. Enfin, effectivement, ça paraît bizarre qu'on soit aussi peu respecté quand même. À un moment donné, elle a vraiment la moutarde qui lui est montée au nez et c'est parti en bubi-boulga. Moi. Et puis là, les amis, ils écrivent une petite carte de vœux où ils disent on te souhaite une année apaisée. Donc c'était des mots, vous voyez, ils savent très bien que elle ne souhaite pas du tout les revoir ou c'est très froid, c'est bonjour, au revoir. Et là, ils tendent un truc, sous-entendu, elle n'est pas apaisée, elle a des problèmes de conflit intérieur, elle n'est pas claire avec elle-même. Et donc, je rigole parce qu'elle m'appelle, elle me dit « Bon, je me suis dit, toi, t'allais savoir me dire quoi faire. » Du coup, j'ai pris le parti de lui dire « Bah écoute, tu vas dire, j'ai bien reçu votre carte de vœux qui m'a fait très plaisir. »« Ah non, non, je veux pas dire ça, ça m'a pas fait plaisir du tout. » Je lui dis « Attends. » Justement, c'est ça la stratégie, c'est prendre le contre-pied. Ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on soit dans l'accroche. Évidemment, elle avait qu'une envie de leur dire, bah, c'est ça, quoi apaiser, non mais c'est vous qui m'avez, qui m'avez pas respecté pendant des années, puis quand j'ai osé dire stop, moi je suis très apaisée, c'est vous qui êtes pas sympa, enfin, bref. Je lui dis, mais justement, ils veulent que tu sois là-dedans. Eh ben tu vas faire mine, j'y suis pas. Donc bah merci beaucoup pour ta carte de vœux qui m'a fait très plaisir. Je lui dis écoute, tu vois, ils ont quand même pris le soin de t'écrire une carte à la main. Reconnais-leur au moins ça. Donc on va focaliser sur ce que nous on a envie de focaliser. Et c'est là où je prends la responsabilité de ma communication, c'est moi qui ai le pouvoir. Et voilà, et donc je vous souhaite de même une très belle année. Et elle me dit ouais mais ils vont croire que j'ai pas compris. Mais justement. Ils vont être là, ah merde, mais elle est con ou quoi, elle a pas compris qu'il y avait une pique. Et tu le touches écoulé, ça va être toi. C'est du coup, ils vont se dire, ça a pas pris quoi. Je dis, putain, attends-toi à un autre ting ting ting. Ils vont tester à nouveau. Parce que comme ça a pas pris, on va voir si la bête elle est toujours vivante. Donc voilà, là ça va vraiment être de la stratégie. Le petit vélo que je vous ai montré tout à l'heure, ça va pouvoir vous aider à vous mettre en méta. Donc si vous avez l'opportunité de laisser un peu passer du temps, de ne pas réagir à chaud, de réfléchir stratégiquement comment vous allez réagir, c'est le mieux. Parce que sinon à chaud, on est dans l'accroche là. L'hameçon est hop, et on saute dedans, action-réaction. Mais pourquoi il y a des gens qui sont comme ça sur Terre? C'est-à-dire qu'ils cherchent les autres en fait, et ils cherchent à hameçonner l'autre, enfin pas juste, voilà, on a des interactions. Il y a des choses à faire ou il y a des échanges sur des conversations, voilà. Mais pourquoi il y a des gens qui, voilà, ils ont trouvé une faille, un point faible, et voilà, ils rentrent, ils élargissent la faille et ils sont là pour vous pousser à ce que ça monte d'un cran supplémentaire. Je pense, alors, il y a certainement plusieurs explications. Hein. Comme je vous disais, on est dans des sociétés narcissiques, c'est-à-dire on a de gros problèmes d'ego. Et peut-être ils sont à des niveaux vibratoires assez bas. Et ils savent faire que ça en fait, et ça leur permet de se donner de l'importance. J'ai du pouvoir sur l'autre. Ah. Je la fais démarrer qu'un jeu. Ah, trop forte.
Et moi, j'ai eu une enfance à Paris et c'était beaucoup comme ça, on se taclait. Et d'ailleurs, sur les plateaux de télé, c'est encore beaucoup comme ça. Moi, je suis contente ici parce que je suis arrivée et les gens, ils étaient gentils. Je dis, waouh, ils sont gentils. Qu'est-ce qui se passe? Attention, panique, hein. Mais moi, toute mon enfance, ma scolarité, c'était méchant, quoi. C'était des pics. Et en fait, si on voulait paraître intelligent, il fallait casser l'autre. Et c'est encore la promotion qu'on voit sur les plateaux, dans des émissions où il faut casser, il faut latter. Et on est endoctriné depuis des années là-dedans. Et on nous fait croire que si on veut être intelligent, si on veut être au-dessus des autres, il faut casser. Mais casser à 3 ans, c'est déjà le faire. Hein. Il ne faut pas être très intelligent pour casser l'autre. Hein. Il n'y a rien de plus facile. Par contre, arriver à être en méta, à essayer de vibrer haut, à essayer de rester gentil, malgré ce qu'on subit, ça nécessite beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est du job. Est-ce que c'est utile face à ce genre de personnes de leur dire mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Parce que c'est blessant. Est-ce que c'est utile? Oui, ils ne le voient pas parce qu'ils sont tellement... Après, vous pouvez tout essayer parce que ça dépend du niveau de narcissisme qu'a la personne, enfin de faille narcissique plutôt. Hein. Il y a un questionnaire qui existe, alors il y en a certainement plusieurs, mais moi je travaille avec celui-là je n'ai plus le nom, d'une collègue qui travaille entre la France et le Canada et qui est spécialisée dans les manipulateurs. Et elle a fait un questionnaire de 30 items qui décrivent la personne. Par exemple, prêche le faux pour savoir le vrai, envoie les autres pour délivrer leur message, critique ou dénigre systématiquement les autres. Et donc sur ces 30 critères, si la personne elle en a plus de 12, c'est que vous avez une structure narcissique. Mais il y en a quand même 30. Donc en gros, si on en a 12, 13, 14, je crois que c'est 14 d'ailleurs, on va se dire, bon, elle est sauvable. Je tente de la remettre dans son cœur, dans sa bienveillance. Et si elle en a pratiquement 30, là on est quand même face à une structure psychotique pratiquement, où ça risque d'être très rigide. Hein. Je vous parlais de neuroplasticité. Plus vous savez, il y a l'axe... En psychopathologie, en fait, il y a l'axe névrose et l'axe psychose. Donc en gros, on est tous plus ou moins névrosés. Hein. C'est très bien d'être névrosé. Hein. Ça veut dire qu'en fait, quand on va pas bien, on souffre. Mais c'est le message que je vous disais. Je suis déprimée, je suis pas bien, je suis blessée, ma copine m'a dit un truc méchant, je suis névrosée, je souffre, c'est normal. Ça permet à mon cerveau d'intégrer l'expérience, d'être plastique et de se remettre sur son axe, de voir ce que je vais décider d'en faire. Ça, c'est humain. Dans cette limite-là, c'est humain parce qu'on n'est pas des robots. Et... Tout à fait. Et c'est ce qui nous permet d'intégrer les expériences et de maturer. Là, il y a un axe, en fait, en nosographie psychiatrique entre les névroses et les psychoses. Donc les psychoses, c'est vraiment les personnes qui vivent dans un monde parallèle, qui sont persuadées qu'il n'y a que qui font bien, qui ne peuvent pas se remettre en question du tout, qui peut-être perçoivent des choses qui ne sont pas là. Donc là, on est vraiment face à de la pathologie importante. Et entre les deux, vous avez les borderline, vous voyez un peu. Et donc après, je vais les faire ici, les structures narcissiques. En gros, à peu près au milieu, on a les borderline, les états limites, qui sont déjà des structures de personnalité assez dissociées. Mais les narcissiques, ils sont entre les borderline et les psychotiques. Donc on se rapproche quand même de quelque chose d'assez rigide en termes de structure de personnalité, où ça va être difficile de modifier les choses, de leur faire entendre raison. Mais là encore, c'est pas définitif. Alors j'ai fait plusieurs interventions sur les structures narcissiques. Parfois, on confond aussi une structure narcissique avec des structures dissociées. C'est-à-dire que si elles sont dissociées, elles ont été confrontées à des traumas et elles ont installé des parties d'elles qui font penser à des structures narcissiques. Donc de toute façon, jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Enfin, attention toujours aux étiquettes. Restez stratège pour ne pas perdre de plumes. Et puis attendez de voir dans le temps comment ça se passe. Parce que parfois, les gens ont un éveil ou vivent des choses difficiles et maturent en fait. Et vont changer. Vous avez dû en connaître. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui m'ont fait beaucoup souffrir et qui... Je me souviens d'une personne qui avait vraiment été pas sympa dans le monde professionnel. Et plusieurs années après, j'étais à un resto de plage et elle était là, elle s'est levée pour venir me voir. Tiens, Léonore, tu sais, je suis désolée,
ma directrice, elle me racontait plein de trucs sur toi, et moi j'étais persuadée que tu étais comme ça. Et du coup, elle m'a laminée en réunion municipale, enfin bon. Et moi, j'avais rien compris, parce qu'en fait, moi, je m'étais dévouée pour elle, je l'avais formée sur plein de trucs, et donc ça avait été super violent quand même. Et puis des années après, qu'est-ce qu'elle avait vécu? Cette directrice avait fini par lui faire le même traitement, et s'était retournée contre elle. Et elle avait été en procédure des années contre sa directrice, et elle se retrouvait sans emploi. Et pour le coup, elle avait bien compris comment était la directrice. Donc moi, j'étais là, oui, bon, ça me faisait plaisir qu'elle ait maturé, et puis qu'elle ait compris. Mais bon, j'avais pas envie de m'en faire ma meilleure amie, c'est sûr. Hein. J'avais chaudé craint l'eau froide. Donc voilà, là, je suis quand même prudente. C'est pas parce que la personne a une communication manipulatoire que c'est forcément une structure rigide et qu'elle changera jamais. Restez ouverte, restez indulgente et gardez quand même une possibilité que la personne s'améliore. Mais mettez plus forcément d'énergie là-dedans si ça vous bouffe. C'est pas forcément avec votre énergie qu'elle va changer. C'est peut-être même en faisant plus rien qu'elle va changer. Charlie Kuji, il disait si vous êtes fatigué après une consultation, c'est que vous bossez trop. Il faut pas bosser à la place du patient, il disait. Et donc c'est vrai que nous on fait ce métier-là parce qu'on a envie que ça change, donc on est là, on met de l'énergie, machin. Ça c'est surtout au début. Et en fait, non, parce qu'après on comprend que moins on en fait, mais plus on est stratège et plus on observe, et plus on est efficace en fait. Donc on va être plus dans le petit vélo, dans l'observation de ce qui se passe, et du coup on va percevoir là où il faut qu'on agisse, et on économise de l'énergie. Donc le petit vélo, se mettre en méta, on gagne de l'énergie, et parfois ne rien faire, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le triangle de Cartman. J'ai bien fait de prendre mon tableau. Hein. Donc ce triangle, en fait, on y rentre en étant sauveur ou sauveteur. Sauveur, on rentre dans le triangle en étant sauveur. Je reprends mon exemple de « Oh là là, je vais pas pouvoir aller chez le dentiste. » Et puis on est là, « Oh allez, je te dépose. » Là on est rentré. Attention, si on est avec un manipulateur. Ça veut dire que notre place, elle va changer en fait. Moi, j'avais le cas d'une collègue à l'époque où j'étais directrice qui était le cœur sur la main, adorable. Et on avait des bénéficiaires du RMI dans la structure. Et on en avait une qui était très manipulatrice. Et donc ma collègue, le cœur sur la main, elle lui a fait le coup, oh là là, j'ai pas de voiture, il faut que j'aille faire mes courses, etc. Une fois, deux fois, puis alors à chaque fois c'était plus long, plus loin. Et puis un jour, ma collègue lui avait dit, écoute, là je peux pas parce que moi-même j'ai des rendez-vous, donc ça m'est pas possible. Eh bien, elle lui a fait une réputation, elle lui a fait prendre la place de persécuteur. Elle dit, ouais, tu te rends compte, elle a monté toute la structure contre elle. Tu te rends compte, elle est dégueulasse, moi j'avais mal à la jambe et tout, mais j'ai fini à l'hosto à cause d'elle, parce qu'elle voulait pas m'accompagner pour faire mes courses, je comprends pas, elle est dans le social, et puis elle se comporte comme ça. Et en fait, moi j'ai récupéré ma collègue en pleurs, elle a fini victime. C'était elle la victime de l'histoire. Parce qu'elle est rentrée comme sauveur, là où il n'y avait pas de demande claire. Et on s'est dit, tiens, si elle le fait, c'est qu'elle veut bien le faire, donc on recommence le truc. Et à chaque fois ça marche. Sauf que le jour où c'est trop et qu'on peut plus ou qu'on ose dire stop, c'est pas compris du tout. Parce qu'ils se sont habitués. Et du coup là, on devient le persécuteur. On devient le mauvais parent. Méchant. T'as vu, tu me fais du mal. Et on finit en étant une belle victime. Là, on l'a senti passer en général. Donc ça, c'est le triangle dramatique pour ne pas rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Non, on demande des services. Alors, comme effectivement vous avez dit tout à l'heure, ou alors on fait rien, tout à fait. Hein, la personne, elle est là, oui, on fait rien, on dit ah bah oui, c'est pas facile, ah oui, tu peux pas faire tes courses, mais comment tu vas faire? On prend pas. Vous voyez l'hameçon là, là, hop, je prends pas. Donc c'est la stratégie, c'est ça. Hein. Ça peut être ne rien dire, ne rien faire, ou alors on féminin, on comprend rien. Hein. Vous voyez la carte de vœux, hein. D'ailleurs, mais ils vont penser que je suis bête, que je n'ai pas compris. Ben oui, mais c'est très bien.
Fais croire que t'es bête. Quand on est intelligent, on peut aussi faire croire qu'on est bête. C'est génial. Tu vois bien, c'est pas possible. C'est ça. Donc on s'éclate parce qu'en fait, on fait croire à l'autre qu'on n'a pas compris. Mais justement, on a très bien compris. Et il a compris qu'on avait compris vu qu'on rentre pas dans le jeu. Et on est là. Oh, c'est pas facile. Hein. Ah bah oui. Mais pourquoi t'avais prévu de faire ça alors que tu savais que t'avais pas de voiture? Moi je comprends pas. Hein. C'est pas ironique, ça. Oui, non, c'est vrai, c'est pas bien. Faut pas aller là-dedans. Surtout sur le sourire. C'est ça. Oui, il faut faire très attention à... C'est surtout ça, c'est surtout le non-verbal. On peut être tenté de balancer un truc, mais il faut faire très attention à être vraiment... Moi, ça m'était arrivé dans un boulot. Bon, j'avais que 6 mois, je me suis entraînée. Hein. C'était horrible. J'avais accepté un CDD, j'étais rentrée avec une autre collègue, elle pleurait dans le bureau et tout, on vivait des trucs. Enfin, c'était... En fait, on nous a mis dans un bureau où on avait le bureau, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de téléphone. Et ils exigeaient qu'on convoque les gens et qu'on remplisse les tableaux et qu'on donne toutes les semaines nos chiffres. Mais... Enfin, vous voyez le truc? Sans outil. Le harcèlement, c'est un truc de fou. Donc moi, j'avais pas envie de me laisser démonter parce que voilà, la collègue, elle en pouvait plus, elle était dans un état, à un moment donné, elle s'est mise à hurler. Il y a le directeur dans le couloir, il dit « Qui c'est qui hurle comme ça ?» Je dis « Bah oui, bah oui. » Il s'étonne en plus, ils sont marrants. Donc je me suis dit « Bon, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que moi au début, j'ai galopé, j'ai essayé de récupérer un ordi, de voir avec les collègues, et puis bon, en fait, ça se passait très mal. Au bout d'un moment, je me suis dit « Oh là là, moi je suis là pour faire ce que je dois faire. » On me donne pas les moyens, etc. Bon. Et puis, après, on a eu un ordinateur quand même. Par contre, il faisait pas son job. Moi, j'étais directrice avant, donc je connaissais quand même un petit peu. Et donc, il y avait des tableaux à remplir. Et puis, je faisais pas. Et ma collègue me dit « Ah, mais tu vas te faire engueuler, tu vas le mettre en difficulté. » Je dis « Mais à quel moment il m'a demandé de faire les tableaux ?» Je dis « Moi, tu sais, je suis bête. Hein. On me l'a fait comprendre à plusieurs reprises. Oh, moi, être très, très bête. Hein. Moi, s'il n'y a pas de demande des tableaux, moi, il n'y a pas savoir-faire. Hein. » Alors elle était verte, elle était très collée aux situations, moi j'arrivais bien à me décoller déjà à l'époque. Et donc j'ai attendu que ça pète. Et donc le fameux lundi matin avant la réunion, il déboule dans mon bureau. T'as pas fait, mais alors tes tableaux et statistiques. Et je me retourne, je me dis, mais à quel moment tu nous as demandé les tableaux? Mais j'étais à la réunion, j'ai pas entendu, t'as demandé la réunion. Alors du coup, il a bien vu qu'il avait une imbécile en face, il pouvait rien en tirer. Ouais, c'est pas grave, il est parti en claquant la porte. Et ben moi j'étais tranquille. Voilà. Retour à l'envoyeur, et whoop, hein. Il voulait de l'imbécile, il en a eu. Donc on leur donne ce qu'ils veulent. Mais ça ne deviendra pas mon problème. Si c'est son problème, ça va le rester. Parce que nous, on veut éponger. On veut toujours porter le truc à la place de l'autre. Ben non. Tu veux le fourguer à quelqu'un, là? Ouh là là là. Et hop, et youp. Moi, il n'y en a pas à savoir. Stratégie d'évitement. Voilà. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, bon, je vous dis pas de faire ça tout le temps, mais dans les entreprises, ceux qu'on embête le moins, c'est ceux qu'on font le moins quand même. Hein. Oh, ça c'est vrai. Soit parce qu'ils font tout le temps des bourdes quand on leur demande de faire un truc, donc on doit gérer les bêtises derrière, soit parce qu'ils font rien. Et donc ceux qui en font le plus, c'est ceux-là qu'on va surcharger. Exactement, c'est vrai. Donc faites ma stratégie, hein, moi il n'y en a pas à comprendre. Hein. Wow. Mais où ça, quand ça? Bon, tu vois. Mais elle est devenue bête, Eleonore, avant elle captait. Bah ouais. Là on en rigole, mais ça veut dire qu'on en arrive à se comporter d'une manière qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas naturelle, C'est ça. en réaction à quelqu'un qui ne devrait pas agir comme ça. Mais moi ça me J'entends votre désarroi. Ouais, enfin voilà. Et puis Voilà. je suis pas stratège moi comme ça, donc du coup ça me demande un effort. Alors, je une comprends. énergie, La majorité des gens, ils sont quand même normaux. Enfin, je veux dire, c'est pas la majorité qui sont tordus. Hein. Oui. Après, il y a des gens qui communiquent pas clairement. Voilà. Après, il y en a plein qui communiquent pas clairement parce qu'ils ont appris une mauvaise communication. C'est parce qu'ils savent pas faire. Mais si vous les faites remonter dans l'adulte à chaque fois, ils vont apprendre. Non. Et puis en plus, comme vous avez dit tout à l'heure,
on tombe sur un cas, mais qui en plus peut rentrer dans le triangle, je sais pas quoi, là, De Gardman. et nous faire passer de sauveur ou de quelqu'un qui fait à persécuteur aux yeux des autres. Et du coup, là, c'est terrible. Oui. Parce que au lieu d'avoir une personne, entre guillemets, à affronter ou à gérer, bah, vous vous retrouvez avec je sais pas combien. Et du coup, là... Tout à fait. Alors, si... j'étais en train de dire, est-ce que je répète la question? Tu crois qu'on l'entend? Oui, Ouais. Moi, je me dis, si les autres sont bien bêtes pour se laisser manipuler, les autres, ils acceptent de rentrer là-dedans. Oui. Ah bah oui. Bah, c'est leur responsabilité. Et il faut savoir qu'un jour ou l'autre, les gens qui manipulent, ça finit toujours par se retourner contre ceux qui ont collaboré. Toujours. Ouais, mais enfin, une fois qu'on n'est plus dans la structure, à part la personne... Ah ben les absents ont toujours tort. Qui vient dire des années après, excuse-moi, j'ai pas été chouette, etc. Mais ça arrive combien de fois? Alors là, on en revient à lâcher. Ah ouais, mais... Quand je vous dis que c'est du boulot, hein. Je suis pas dans la réactance, hein. Je suis pas dans la lune et tout. Mais, je sais, c'est pas facile. C'est C'est pour ça que je vous parlais d'entraînement. Vous voyez, apprendre à lâcher, c'est compliqué. Parce que ça nous blesse. Ça nous fait mal. Le bambou, il s'est penché, il faut se remettre sur son axe. Mais en fait, plus on va nourrir ça, c'est-à-dire que quelque part, ils ont gagné. Parce que nous, ça nous blesse. Toucher, couler. Et finalement, on ne va pas leur donner de poids en montrant qu'on continue à vivre et que nous, on va lâcher ça. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais on s'en fout. Ils ont décidé de se laisser manipuler, mais quand bien leur fasse. C'est leur choix. C'est leur choix. Et à un moment donné, pour eux, il va se passer quelque chose. Parce que les gens qui manipulent, ça finit toujours par se retourner. Ça change de place. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'avais été dans une structure associative où le président, un psychiatre du Havre, il avait toujours quelqu'un dans le pif. Et donc il a eu plusieurs personnes qui étaient très impliquées, qui bossaient bien. Et quand il n'était pas aux réunions, mais alors il le dézinguait. Et je me disais, oh, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Et un jour, ça a été mon tour. Alors moi, j'ai pas accepté de me laisser manipuler. J'observais juste que c'est bizarre, il dézinguait. C'était la femme d'avant. Après, c'était un gars que je trouvais d'ailleurs très bien. Et en fait, il faisait semer, vous avez le double fond, comme s'il y avait eu des trucs complètement irrespectueux, que c'était grave, que c'est pas correct vis-à-vis de lui. Et en fait, il disait jamais rien. Donc, vous savez, c'est un espèce de truc où on se dit « Ah bon, bah il y a eu des histoires, ah bon, bah apparemment il s'est mal comporté », mais il disait jamais vraiment les choses. Et puis ben, un jour, j'ai bien compris, en fait, ça a été la confirmation un peu de ce que je ressentais, c'était moi. Et alors là, pareil, il a monté tous les gens de la structure contre moi, et il a semé des trucs que j'aurais fait que j'ai jamais fait, que j'aurais dit que j'ai jamais dit, et j'ai été sommée de venir m'expliquer à une réunion, une espèce de tribunal là, qu'ils avaient organisé. J'étais sommée de venir m'expliquer d'un truc que j'avais jamais fait ou jamais dit. Oui, ça je vous dis, j'en ai connu plein parce que je suis très engagée pour faire changer pas mal de choses. Donc j'ai fait beaucoup d'associations, j'en ai créé. Et comme dirait Louis Fouché, le PFH, le putain de facteur humain. C'est une psychologue qui vous parle. En tout cas, on retombe toujours sur le PFH, on retombe toujours sur des problèmes d'ego, mais ça, je l'ai vécu. Donc c'est incompréhensible, mais comme vous, hein, je vous dis, c'est difficile, hein, mais moi, ça m'a occasionné des nuits d'insomnie, des souffrances, puis on débriefe tout le temps, et puis ça nous lâche pas, et on comprend pas. Bon, ben à force, avec la maturité, je sais que ça arrive, je vous dis pas que je le vis super bien, mais la souffrance dure moins longtemps, parce que j'arrive mieux à me remettre sur mon axe et à me dire, ok, c'est leur choix. Et vous voyez, je crois qu'à chaque fois, je vais vous donner un autre exemple, j'étais rédac chef bénévole au niveau national pour un truc là, qui me tenait à cœur. Et moi, c'est souvent comme ça en fait, les gens m'aiment bien, donc du coup, ils sont contents de me voir, ils sont contents de ce que je fais, j'ai des messages positifs, donc je me dis, bah c'est chouette, on est tous bénévoles là-dedans, on avance tous pour la même cause, je fais un gros boulot, mais au moins ça marche. Eh bien non, parce que le président, monsieur, il a pris ombrage. Souvent comme ça. Alors que je lui fournissais un travail bénévole, compétent, qui était apprécié de tous, et il a commencé pareil, sur les mailing lists, à semer des trucs, mais je comprenais rien. Et je l'ai très très mal vécu. Enfin, à cette époque-là, j'avais 30 ans, j'y passais tous mes week-ends en plus de mon poste de directrice, j'étais épuisée, je me sacrifiais tout le temps, et au bout du compte pour ça. Et j'ai commencé à informer un peu, j'étais plus jeune que maintenant, j'ai 20 ans de plus,
j'ai commencé à informer les gens en disant mais tu sais il est pas très sympa ou fais gaffe, c'est pas quelqu'un d'honnête. Et on m'a dit oh mais Léonore, enfin, qui n'est pas malhonnête pour toi? Bon, donc en fait c'était clair pour tout le monde que c'était moi le problème. Je crois qu'au CA il y en avait qu'un seul qui avait vu le petit jeu, mais les autres soit ils ont fait carpette parce qu'ils voulaient pas d'histoire, ou soit ils ont été montés par le président. Donc ça, c'était ce qui s'était passé à cette époque-là. Moi, j'ai démissionné de mon poste parce que je me dis, bah, c'est bon, je suis quand même pas un punching ball et puis je dors plus de la nuit. J'ai un gros poste déjà à responsabilité la semaine. Bon. Mais vraiment, c'était vraiment un regret parce que j'adorais et bon. Eh bien, je crois que c'est 3 ans après que je croise un copain du mouvement. Puis il me dit, oh, tu sais quoi, on était obligé de faire un putsch pour virer le président, hein, parce que c'était vraiment un sale type et tout. Je lui dis, ah, le scoop. Il me dit, quoi le scoop? Je lui dis, mais tu te souviens pas, il y a 3 ans, que je t'avais dit que c'était un sale type et que ce qu'il m'avait fait. Je dis, ah bon? Eh ben voilà. Donc, vous voyez, ça finit toujours. Là, ça prend moins de temps qu'avant, je pense, parce que l'univers, il agit vite en ce moment. Mais lâchez, recentrez-vous, faites ce qui est OK pour vous, protégez-vous, vibrez avec des gens d'énergie positive et laissez la responsabilité de leurs actes à ceux qui l'ont commise. On s'en fout en fait. C'est leur choix d'être méchants, de vibrer dans des énergies négatives, de colporter des rumeurs. C'est leur choix. On verra ce qui se passe pour eux dans leur vie. C'est pas là, moi, où j'ai envie de vibrer. Mais ça nécessite, et je vous dis pas que c'est simple, effectivement, je le sais, je suis passée par là à plusieurs reprises. Et je le vis à chaque fois très mal parce que je suis très sensible. Mais on se remet toujours sur son axe. Du coup, ça est la cible de proaction. Et je pense qu'après... ah oui, c'est bon. Et bien écoutez, mon petit programme, il est pas mal respecté. Donc le triangle de Cartman, c'est assez connu aussi ça. La cible de proaction, Dany Beaulieu, docteur en psychologie canadienne, super nana. Si vous avez l'occasion de la voir, elle a créé une thérapie qui s'appelle thérapie d'impact, Impact Therapy. Et donc j'ai eu la chance de la voir à Paris, et elle est très belle. Et puis vous savez, c'est les one-man shows un peu à l'américaine. Alors elle maîtrise plein de théories de psychologie, enfin moi j'étais subjuguée, hein, je vous dis. Puis alors elle nous fait marrer, elle parle de plein de trucs, et elle est géniale. Bref, elle a créé plein d'outils très pragmatiques, puisque évidemment les Canadiens, ils sont très pragmatiques. Hein. Donc la thérapie d'impact, on passe vraiment avec plein de schémas, de cahiers à remplir, de trucs à pratiquer. Et tiens, alors, il y en a un comme ça. Hop, et hop. Ça me fait penser, vous savez, dans Mowgli, là. C'est un peu ce qu'on nous dit en ce moment, hein. Faut faire confiance. Pas toujours pour notre bien. Hein. Donc, Dany Beaulieu, elle a créé cette cible, qui est, vous savez, comme la cible de proaction. Donc, au début, on vient au monde, on est passif. On est bébé. On ne peut pas se laver tout seul, on ne peut pas se nourrir tout seul, on ne peut pas se déplacer tout seul. On est bien obligé d'être passif. C'est l'extérieur de la cible parce que normalement, après, on grandit et puis on affine nos compétences. Hein. Il y a des gens qui restent passifs toute leur vie. J'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, non, je suis pas d'accord, celui d'après. J'ai droit, machin, et on attend qu'on nous fasse tout sous le cul. Donc normalement, après le passif, on a le... J'essaye de bien écrire. On a le réactif. Donc passif, voilà, je fais rien. Réactif, je suis en réaction. Action-réaction. Style, quelqu'un m'insulte dans la rue. Ouais, tu peux pas traverser plus vite, pauvre cloche. Ah, imbécile. Voilà. Action-réaction. On est au même niveau. On est réactif. Donc après réactif, il y a cette fameuse cible de proaction proactif. Donc elle distingue le proactif junior, JR, et le proactif senior,
Parce qu'évidemment, il va falloir continuer à s'entraîner. Proactif, c'est un peu le petit vélo de Charlie Kunji. C'est-à-dire que j'ai envie de réagir. Quelqu'un qui m'insulte. Bah oui, je vais pas me laisser faire quand même, non? Putain, il m'a dit pétasse. Bah après, je suis pas très contente de moi. Parce qu'il m'a emmené dans un truc où c'est pas moi. Où j'avais pas forcément envie de vibrer comme ça. C'est en ça qu'on est encore jeune. Après, on va devenir proactif, junior. Donc, on va commencer à revenir à soi. Entre ce qui se passe, ce qui s'active chez moi en termes d'émotions et le comportement que j'ai envie d'avoir, je vais faire pause et je vais me dire, est-ce que c'est parce que je ressens cette émotion que j'ai envie d'avoir ce comportement-là? Et là, je deviens proactif. J'utilise mon libre arbitre. Exemple. Exemple, je vous donne des situations perso. J'étais dans le métro, et donc il y a un monsieur qui commençait un peu à me tomber dessus. Alors vous savez, en marche, c'est pas dans les tunnels là, donc j'avais le tunnel à ma droite, puis j'essayais de coller le mur pour pas qu'il me tombe dessus, puis il continuait, il faisait exprès en fait. Il voulait me rentrer dedans. Tout ça pour... Donc effectivement, à un moment donné, j'étais contre le mur, j'essayais de marcher vite, mais non, Et donc forcément, il me donne un coup, puis il me dit « Ouais, c'est ça, t'as qu'à me cogner, je sais plus comment il m'a dit, t'as qu'à me rentrer dedans !» Voilà. Donc effectivement, moi, action-réaction, j'avais forcément envie de lui dire « Bah vous êtes gonflé, c'est vous, machin !» Et en fait, je me suis dit, j'ai fait pause, et je me suis dit « Il a envie que je lui donne ça. Il a envie que je sois réactive. » Ça doit marcher avec plein de gens, parce qu'à mon avis, c'était pas son premier coup. Eh ben non, je vais être là où il m'attend pas, et je vais être proactive. Moi, j'ai envie de quoi? C'est quoi, moi, mes valeurs? Mes valeurs, c'est de la bienveillance, c'est du respect, c'est de la gentillesse. Enfin, c'est ce que moi, j'ai choisi. Chacun choisit ce qu'il veut. Du coup, j'ai continué de marcher en réfléchissant. Pas beaucoup, hein. Je me suis retournée, il était encore là. Puis j'ai dit, moi aussi, je vous aime. Puis je suis repartie. Ce qui est bien à Paris, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des trucs comme ça, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est génial. Comme ça, j'avais pas honte, parce que je me dis, en fait, les gens, vous chantez dans la rue, vous dansez, ils s'en foutent complet. Donc, Et lui, il est resté là. Ah bah voilà, j'ai coupé la chiche. Ça marche. Hein. Bon, en tout cas, là, c'était mon choix. Là, j'étais peut-être en proactif senior quand même. Mais au début, on tente des trucs parce qu'on n'a pas envie d'être tout simplement réactif. Mais on n'y arrive pas bien. Donc on continue de s'entraîner. Et si on ne sait pas, eh ben on ne fait rien. Parce que le problème, c'est qu'après, enfin ça a dû vous arriver aussi, on réagit, puis après on s'en veut. Ça m'est arrivé chez Leroy Merlin, une dame qui m'est passée devant, ça faisait déjà une demi-heure que j'attendais. Je peux vous dire que la moutarde, elle était là. Bon ben j'ai été réactive. Puis après coup, toute l'après-midi, je me dis, ouais quand même, hein, c'était dégueulasse la pauvre. Hein. Tout le monde est énervé chez Leroy Merlin. Donc j'ai plus jamais recommencé. D'ailleurs, le miroir que j'ai attendu une demi-heure, il était cassé. Eh ben, c'est bien fait pour moi. J'ai jamais ramené. Parce que j'ai dû culpabiliser. Tiens, la vie, t'as vu ce qu'elle te fait, Eleonore, hein? Ah bon. Bon, bref. C'est quoi la différence entre le junior et le senior? Le junior, c'est qu'on est encore jeune dans l'entraînement du mode proactif. Et donc, il faut continuer à s'entraîner jusqu'à la fin de sa vie pour atteindre un stade plus expérimenté. Après, moi, je sais pas, je devrais faire une thérapie parce qu'il doit y avoir quelque chose à cacher derrière, mais j'ai un problème avec le... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à un moment... si je dis rien, l'autre va penser qu'il a le pouvoir sur moi, il a pris le dessus, tout ça. Et là, par exemple... en venant, j'étais à vélo, et à vélo, je prends le passage piéton. C'est déjà bien, j'aurais pu être à côté pour traverser. Et j'essaye de me mettre le plus à gauche possible pour pas être en plein milieu, pour pas gêner les piétons, etc. Il y avait des piétons à droite, et il y a un piéton qui se déporte sur la gauche. Et donc du coup, moi je roulais sur ce côté-là, et du coup j'ai été obligée de m'arrêter brusquement, et j'ai failli le percuter.
Et j'ai eu peur de tomber parce que comme il pleuvait, ça glissait, machin, etc. Et du coup, je dis, en m'arrêtant, machin, tout ça, je dis attention, attention. Et du coup, lui, il commence à me dire ah, mais le passage piéton, c'est pas fait pour les vélos, sachant qu'il y a quand même sur le passage piéton un endroit où il y a quand même un vélo dessiné au sol. Bref, je sais pas. Je suis cycliste aussi, donc je sais exactement ce que vous dites, mais ils voient pas les gens. S'ils sont pas cyclistes, ils savent pas que ça existe. Et puis je lui dis, mais comment je peux faire autrement que de traverser? Alors, il commence à me dire, vous prenez votre vélo à la main, machin, tout ça. Et donc du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que moi je pense que, je dois avoir un truc sur j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds. Je pense que c'est aussi dû. Quand j'étais jeune, mon frère, il m'a beaucoup marché sur les pieds et tout ça, il a pris le dessus sur moi. Et en plus, comme je suis plus petite que la normale, je pense qu'il y a un truc aussi par rapport à ça. Et du coup, voilà, quand j'arrive pas à être dans ce truc de pas réagir de la même manière que la personne, parce que je veux pas qu'elle ait l'ascendant sur moi. Parce que c'est quoi le risque si l'autre a l'ascendant sur vous? Je veux pas forcément moi avoir le dessus sur la personne, mais je veux pas être inférieure, je veux au moins être à égalité. Si l'autre a l'ascendant sur vous, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le risque? Moi je me dis, voilà, je me fais écraser, ou je suis pas considérée, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez votre schéma en fait. Là on va parler de schéma en fait. Alors oui, j'aurais dû vous parler de panne PE, mais on ne peut pas tout voir. Enfin revenir. Mais là, vous le dites très bien, c'est-à-dire que vous avez été obligé de vous construire dans cette, j'allais dire, ce combat. Sinon vous n'étiez pas considéré. Donc vous n'avez pas eu le choix que de développer ce mode de fonctionnement. Et c'est comme si ça installe un logiciel en nous qui continue de fonctionner à notre insu par la suite. Donc nous on parle de SPI en fait, des schémas précoces inadaptés. C'est-à-dire qu'ils ont été construits précocement, de façon adaptée, mais ils deviennent inadaptés à l'âge adulte. Parce qu'on va avoir tendance à avoir ce mode qui se réactive à chaque fois qu'on est dans des situations similaires ou que le cerveau identifie comme similaires. Donc ça oui, en thérapie, on peut désensibiliser ces schémas-là, effectivement, pour que vous puissiez reprendre la main sur votre vie. Quand je disais, y a-t-il un pilote dans l'avion? On se tombe un peu là-dessus. Vous voyez, il y a une partie de vous qui agit en votre insu, avec ce schéma, sauf que la partie adulte, elle a peut-être envie de lâcher ça, mais elle n'y arrive pas. Oui, parce qu'en plus, là, dans l'exemple que je viens de donner, ce qui m'agace, et je dis souvent des situations comme ça, c'est que, du coup, comme j'ai expliqué en vous présentant la situation, c'est que voilà, moi je l'ai évité, bon j'allais pas lui rentrer dedans, voilà, je suis pas une violente donc j'allais pas lui rentrer dedans, mais du coup ça m'a mise moi-même en danger, j'étais quand même dans le respect des trucs, etc., j'étais pas à contresens, machin, etc. Donc du coup j'étais dans le respect, dans machin, et en fait il me dit ça comme si... Ouais, il y a un truc avec de l'injustice. Parce que lui, il n'a pas voulu perdre la face. Donc il a fait comme si c'est vous qui n'étiez pas dans votre bon droit, ou c'est vous qui rouliez pas où il faut. J'aurais pas dû être... mais en même temps, j'étais sur le passage piéton, donc traverser, je vois pas... Là, on va être dans... Est-ce que je parle de ça? Il y a une culpabilité aussi, en plus. C'est ça, il y a de l'injustice. J'ai réagi parce que Qu'est-ce que vous vous êtes dit qui a généré cette injustice? Moi j'ai été entre guillemets bienveillante envers lui, je vais pas foncer dedans machin, et non seulement ça lui suffit pas, mais en plus il me rabaisse par rapport à ce truc là quoi. Il devrait pas être comme il a été, il devrait pas dû réagir. Je sais pas, mais du coup moi j'ai pas envie de lui dire moi aussi je vous aime quoi. Là pour le coup, parce que vous faites pas ça à chaque fois dans chaque situation, faut s'adapter aussi. En même temps ça aurait été très efficace là. Donc, mais là on serait dans autre chose, puis on va pas avoir le temps. Non, moi j'ai été respectueuse, comment vous m'aviez dit. J'étais dans la loi en plus, je traverse sur le passage piéton. Alors peut-être on pourrait, d'autres personnes ou quelqu'un qui est en méta-observation de la situation pourrait se dire oui, tu étais sur le passage piéton mais avec un vélo, tu roulais sur le passage piéton en vélo. Moi j'étais dans la loi et lui aussi était dans la loi, il était dans le passage piéton. Mais ce que vous vous êtes dit qui vous fait ressentir de l'injustice, c'est quoi?
c'est pas son action, c'est son propos. Enfin, Mhm. c'est-à-dire que Lui ne respecte pas, quoi. je lui ai dit attention, attention, déjà aussi pour lui Mhm. signifier qu'il y avait un vélo dans sa trajectoire. C'était aussi un avertissement, mais dans le sens positif du terme. C'est comme moi j'utilise ma sonnette de vélo pour avertir les gens quand je sens qu'ils peuvent se déporter. Bon là je ne l'ai pas fait avec la pluie, machin, tout ça, mais c'est pas quand j'utilise ma sonnette, c'est pas forcément poussez-vous, j'arrive, c'est attention, vous avez un vélo derrière vous, attention à pas, si vous aviez plus de... j'essaie de prévenir des situations, et là du coup... Bon, là je vous fais juste un petit truc parce que du coup on rentre dans des choses pas plus personnelles et puis je ne vais pas vous embêter. Pour moi le schéma, voilà, moi j'étais dans la loi, lui il a des propos irrespectueux, bon. En tout cas, ça pourrait être un schéma de parce que moi j'ai fait comme il faut, parce que moi j'ai prévenu, parce que moi je me suis bien comportée, il aurait dû ou il devrait pas réagir comme ça. C'est un peu ça. Et là on est face aux attentes. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. On parle aussi de child, de masturbation. Je dois, il devrait, les autres devraient. Et là, on est aussi dans le biais de personnalisation. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. On pourrait y passer des heures. Le biais de personnalisation, c'est qu'en fait, moi je le dessine comme ça. Hop, décidément. Heureusement que j'en ai pris plein. Hein. Donc ça va être... Ah, celui-là écrit bien. Le biais de personnalisation. Ouais, j'écris pas bien. Donc en gros, dans la relation, là, à deux, si on est deux, on est dans 100% de la relation. Ça veut dire que moi, je possède 50% et que l'autre, il possède 50%. Moi, mes 50%, je les ai investis correctement avec lui. Mais je n'ai que 50%. Si l'autre, il décide de planter à sa façon la relation, que ce soit là avec cette situation ou avec une autre, je n'aurai toujours que 50%. Je suis en interaction avec l'autre. Il peut décider de mal se comporter, il peut décider d'être malhonnête, d'être de mauvaise foi. Donc là, je suis à nouveau dans l'illusion. Le biais de personnalisation, c'est une illusion que dans cette relation, peut-être je peux gérer 100% de la relation, 100% de l'interaction. Si moi je me comporte bien en tout point, ça veut dire que ça va aller. Mais en fait, l'autre, il peut choisir autrement. C'est pas ma responsabilité. Moi, si je check, mes 50%, ils sont OK. Moi, j'ai fait tout, j'ai prévenu, j'ai mon klaxon, j'ai dit attention, j'étais respectueux, j'ai fait attention de rouler loin des piétons pour pas gêner. Moi, si je check, j'ai bien fait. Il a décidé parce qu'il a de l'ego, parce qu'il veut pas perdre la face, parce qu'il est surpris, je ne sais pas pourquoi, de gérer comme ça. C'est sa responsabilité. Pas grave, on s'en fout. Moi, je vais décider de bien investir. Et d'ailleurs, la majorité du temps, ça se passe bien. Puisque les gens m'apprécient, je suis honnête, je suis dans des relations où ça fonctionne bien. Mais effectivement, peut-être, ça a activé ce schéma. Il ne faut pas que je me laisse faire parce que sinon, ça va mal se passer pour moi. Et ça, c'est des choses qu'on peut réparer, notamment en EMDR. Parce qu'effectivement, comprendre, c'est pas thérapeutique, c'est pas suffisant. Là, on fait de la psychoéducation, donc on apprend plein de choses, on comprend. C'est une première étape, mais si on a des schémas, il faut aller les réparer. Et moi, aujourd'hui, ce que je connais le plus efficace, c'est le EMDR. Ça vous apporte un peu de l'eau à votre moulin, ouais. Désolée d'avoir trop personnifié le truc. Je pense que tout le monde est très bienveillant et pas du tout dans le jugement là. Puis bon, ça arrive à tout le monde, je dirais. Voilà. Donc y a-t-il un pilote dans l'avion ? L'idée, c'est un peu de reprendre la main dans sa proaction, dans son côté adulte, parce que là, si on a switché dans une partie de nous qui ne vit pas bien, c'est que c'est une partie, c'est un petit logiciel qui n'a pas fait sa mise à jour à aujourd'hui. Alors ça a le droit de s'activer, mais est-ce que j'ai le droit de mettre un comportement en face de ça ? Oui, le cercle vicieux. Donc, situation
génèrent des cognitions qui elles-mêmes génèrent, je vous montre, hein, des émotions qui elles-mêmes génèrent des comportements. Et souvent, on est reparti à la case départ. Voilà. Donc ça s'appelle le cercle vicieux de... Merci Charlie. Il est génial. Ça, c'est le cercle vicieux de Charlie Kunji. Ça s'appelle une analyse fonctionnelle en thérapie cognitivo-comportementale. Hop. Donc, on distingue tout ça en TCC. En thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est un des courants de psychologie qui a été validé scientifiquement. Donc, il y a l'EMDR et il y a les TCC. Une situation va vous générer des cognitions. Elle est gonflée quand même, moi j'ai tout fait, je l'ai prévenu, machin. Ces cognitions vont générer des émotions. Cognition, c'est pensée, des pensées. cogitation. Oui, tout à fait, des pensées. Mes émotions vont générer des comportements. Par exemple, je vais lui dire, non, c'est vous, moi j'ai tout fait, regardez. Et du coup, on va partir sur des cognitions. Merde, ils sont quand même gonflés, c'est dégueulasse, moi je me comporte bien, les gens. Et hop, on est reparti pour un tour. Donc quand je vous disais, parce que je voyais plisser des yeux, quand je vous disais, ici, on peut faire pause. La situation va me générer une certaine façon de percevoir la situation. Je vais avoir un peu un calque, des lunettes, en fonction de mon histoire, de mon caractère, qui vont me faire interpréter la situation de façon automatique. Je n'ai pas besoin d'analyser. D'emblée, je vais me dire, oh quand même, il est gonflé. Hop, hop, il veut prendre le dessus sur moi, tout. Hors de question, je me laisse faire. Ça me génère des émotions. Et là, le côté proactif, le libre arbitre, la responsabilité que je prends, c'est est-ce que, entre ce que je ressens et ce que je fais, est-ce que je suis OK avec moi, avec mes valeurs, avec les vibrations que je souhaite avoir dans cette vie-là? Et là, je peux faire pause. Parce que sinon, je continue mon cercle vicieux. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, ici, sinon je suis réactif. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des colonnes de bec. C'est ça, les colonnes de bec dont je vous parlais du docteur là, qui fait de la méditation, Christophe André, parce que j'ai regardé une vidéo de lui tout à l'heure et il m'a fait une très belle colonne de bec. Je me dis, mais bon, là on a dépassé et puis il faut qu'on libère le lieu. Même si c'est très agréable de passer ce temps-là avec vous et de voir vos mines réjouies. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça a nourri un peu votre réflexion? Ça vous est clair? Ouais. Comme toujours, intéressant.